Bien, je déclare la séance du Conseil ouverte. Donc, on va commencer par l'énumération des absents et des pouvoirs. Donc, Madame Chevalier est absente, le pouvoir est à Madame Pierre. Monsieur Salio absent, le pouvoir est à Madame Le Thor. Monsieur Lecam absent, le pouvoir est à Madame Séché. Monsieur Saunier absent, le pouvoir est à Madame Le Russard. Je constate qu'elle n'est pas encore arrivée, donc je pense qu'elle va pas tarder. Monsieur Deguerry a annoncé qu'il serait en retard, mais en attendant, c'est Monsieur Athanas qui prend son pouvoir, c'est ça. Et Madame Leçon est absente, Madame Loton, donc ce sera Monsieur Houssin qui la remplacera, qui a son pouvoir. Tout est bon pour vous? Effectivement, on a quelques retardataires, mais on va continuer. Alors, en secrétaire de séance, je vous propose de nommer Madame Pierre comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une objection, Madame Pierre? Pas d'objection. Merci. Peut-être avant de commencer vraiment le procès-verbal de la séance d'aujourd'hui, enfin de voir le procès-verbal, j'avais une petite déclaration à faire pour remercier pour la cérémonie du 8 mai. Donc, vous dire déjà toute ma gratitude et celle du conseil municipal envers toutes celles et ceux qui ont organisé et participé à la cérémonie du 8 mai. Cette commémoration très émouvante et chargée en émotions, de l'avis de tous, c'était une franche réussite. Nous avons pu raviver la mémoire de celles et ceux qui ont tragiquement disparu. Cette cérémonie a donné lieu à des témoignages émouvants. Il y a également participé à la réunion des familles meurtries qui se sont parfois reformées pour honorer leurs aïeux, mais aussi de faire se retrouver des personnes qui ne s'étaient pas revues depuis cette tragique période. Un grand merci donc à toute l'organisation de ce bel événement. Merci également à toutes les autorités militaires, en particulier le préfet de la sécurité de la région Ouest et tous les officiers des différents corps d'armée qui étaient présents, aussi bien de l'armée de terre, des airs et de la marine. Merci au 2e régiment du matériel, présent au grand complet, et à la musique des transmissions. Merci aux enfants des écoles présents et à leurs accompagnateurs. Merci également aux élus présents. Par contre, j'ai été très étonné et désagréablement surpris que les élus de la minorité n'aient pas été plus présents. En dehors de Madame Le Russard, qui était, elle, présente, les autres élus de la minorité étaient cruellement absents. Pour des élus de la minorité qui m'ont reproché, il y a quelques mois, de manquer de respect aux Brusois, car je n'avais pas assisté à la cérémonie religieuse précédant la cérémonie officielle, je trouve que cela relève d'un irrespect bien plus profond que ne pas daigner honorer de sa présence la commémoration des 80 ans du bombardement de notre commune. Je reprendrai donc à mon compte la formule que vous avez maintes fois utilisée à notre encontre. Les Brusoises et les Brusois jugeront de votre attitude. Je vous remercie. Donc, Monsieur Houssin. Non, on est assez surpris de cette déclaration qui, au préalable, semble, au demeurant, effectivement respectueux par rapport à l'événement. Et là, de faire une saillie comme ça, ce soir, on est très très surpris. Pensez bien que les gens qui étaient absents n'étaient pas chez eux. Donc voilà, je comprends pas très bien ce mélange de genres. Écoutez, vous avez fait des saillies pour me reprocher de ne pas avoir été présent à la cérémonie, et maintenant, aujourd'hui, vous me reprochez d'en faire une. Alors, excusez-moi, mais franchement... Non, d'abord, non, il y avait quelqu'un qui nous représentait, on n'était pas pour des raisons diverses et variées, et je trouve que ce propos n'est pas du tout adapté à la situation. Et bien moi je trouve que si vous avez des reproches à faire à l'opposition, je pense qu'il y a d'autres moments pour le faire, plutôt que dans une emphase sur un sujet qui est malheureusement éprouvant pour la ville de Bruges. Je trouve que c'est très déplacé. Je trouve que c'était le moment de le faire. Très bien. Alors, donc, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance, celle du 15 avril, qui accompagnait donc la convocation. Est-ce que vous avez des éventuelles remarques par rapport à ce procès-verbal? Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, je suppose qu'il est approuvé. Donc, je vous en remercie. Avant également d'ouvrir la séance, enfin de passer à l'ordre du jour, je souhaitais aussi vous annoncer qu'à partir du 1er juin, Hélène Klein prend la responsabilité de la police municipale de notre collectivité. Nous avons fait un appel à candidature, elle a candidaté et elle a été retenue en tant que
responsable de la police municipale, et son adjointe sera Cassandra Thubault. Et nous sommes actuellement en recrutement d'un 3e agent, suite au départ évidemment de Madame Brague, qui a souhaité rejoindre la collectivité, enfin son Finistère, où elle a plein de connaissances. Et elle a ses attaches. Bien, nous allons donc maintenant procéder à l'examen de l'ordre du jour. Ah oui, peut-être un petit rappel également à destination des présidents de bureaux de vote. Je vous rappelle qu'il y a une réunion qui a lieu mercredi, c'est-à-dire après-demain, à 18h en mairie, pour justement préparer les élections du 9 juin prochain, les élections européennes. Donc, sont concernés les présidents des bureaux de vote. Je pense que tout le monde est concerné. Je vais passer maintenant la parole à M. Kermarek pour la première délibération. Oui, pardon. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc nous allons vous demander ce soir d'adopter la motion communale proposée par l'Association des petites villes de France concernant les finances publiques. Cette association s'inquiète évidemment des intentions du gouvernement qui a décidé un certain nombre de mesures d'économie et d'imposer aux collectivités de réduire les dépenses de fonctionnement de 1,5% en volume en dessous du niveau de l'inflation. Donc nous avons souvent eu l'occasion de nous exprimer sur la dégradation des finances des collectivités territoriales et de son impact sur notre commune, en disant que ce sont autant de millions que nous n'avons pas perçus. Aujourd'hui, le gouvernement découvre avec effroi l'ampleur de la dette. 3 000 milliards d'euros, plus de 900 milliards depuis 2017, et se rend compte qu'il ne pourra pas tenir ses engagements visant à ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB en 2027. Comme si, depuis 2027, nous n'avions pas le même président, le même ministre des Finances, qui aurait probablement eu avantage à se consacrer à sa mission plutôt que d'utiliser son temps à écrire des romans dont certains passages seraient à la limite de la bienséance. Ne l'ayant pas lu, je ne peux que répéter ce qui a pu alimenter les rubriques littéraires. Voilà donc le gouvernement à la recherche d'économies. 10 milliards cette année, 20 l'année prochaine, combien après ? On ne sait pas. Et où va-t-il les trouver ? Principalement en faisant des économies sur le dos des collectivités et des Français modestes. Pas chez les plus fortunés qui ont déjà bénéficié de la réduction de l'IFS, de la flat tax, de la suppression de la taxe d'habitation, pas non plus auprès des entreprises qui, elles, bénéficient de moult réductions d'impôts, en dernier lieu la CVAE, de déduction de cotisations ou de charges. Non, il va les chercher chez les gens fragiles, les retraités, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires des prestations sociales. On parle en ce moment de désindexation de ces prestations ainsi que des retraites par rapport à l'inflation. Et bien sûr, il veut mettre à contribution les collectivités territoriales déjà malmenées, contraintes pour la plupart d'augmenter le taux de la seule taxe qu'elles maîtrisent encore, le foncier. Et encore, on ne parle pas ici des départements dont la baisse des ressources est considérable, puisqu'elle repose aujourd'hui sur des droits de mutation en chute libre. C'est ce qui touche aussi les communes, mais dans une moindre mesure. Donc je ne vais pas paraphraser la motion qui vous est présentée ce soir, que je vais vous lire à l'issue de ce préambule, mais vous rappeler quand même quelques faits qu'on a déjà évoqués. Donc la suppression de la CVAE, la suppression de la TH, la suppression de la part du foncier bâti pour les départements compensée par ce que je vous dis, les droits de mutation. Cette année, pour mémoire, ce sont 60 millions de moins pour le département. L'année prochaine, combien on ne sait pas. Enfin, quand je dis cette année, c'est 2023. Et diminution de 50% du foncier bâti industriel. Voilà. Et donc, la seule voie possible pour rétablir les finances publiques, c'est la réduction de la dette. Rappelons quand même que cette façon de voir n'est pas unanimement partagée, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Donc on peut aussi penser que la réduction des dépenses publiques est une voie, la seule possible, et ce n'est pas bien grave de s'attaquer aux plus fragiles. Ce qui est induit par les contraintes que le gouvernement veut appliquer aux collectivités. On pourrait aussi imaginer qu'il existe d'autres façons de réduire, alors peut-être pas de réduire les dépenses, mais d'augmenter les recettes. Et là, quand on voit que les inégalités se creusent très fortement depuis quelques années, on voit assez facilement où on pourrait aller trouver les quelques milliards qui manquent. Voilà. Je vais maintenant passer à la lecture de la motion.
Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 21-21-29, considérant qu'à la suite de la publication des chiffres du déficit public pour l'année 2023 et de la gravité de la situation des finances et de la dette publique, le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures d'économie et d'imposer aux collectivités de réduire les dépenses de fonctionnement de 0,5% en volume en dessous du niveau de l'inflation. Considérant que les efforts demandés aux collectivités représenteraient une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 années, alors même que les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal à faire fonctionner les services publics locaux et sont appelées à prendre de plus en plus le relais de l'État dans le domaine de la santé, de la sécurité et très bientôt de la petite enfance, avec la mise en place d'un service public à l'échelle du bloc communal. Considérant que les collectivités soumises à la règle d'or réalisent 70% d'investissement public et plus de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles représentent moins de 9% du total de la dette publique. Elles ne sont par conséquent nullement responsables de la dégradation des comptes publics. Considérant que l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales est remise en cause depuis une vingtaine d'années par la suppression de leurs leviers fiscaux et une recentralisation rampante de l'État, le Conseil municipal rappelle que les collectivités n'ont jamais été à l'origine de diverses mesures de suppression d'impôts locaux de ces 20 dernières années qui ont porté atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités tout en coûtant de plus en plus cher à l'État. Le Conseil municipal rappelle que les maires ont été présents au moment de la crise sanitaire, palliant les carences de l'État et qu'ils ont subi récemment la flambée des prix de l'énergie, ainsi que diverses mesures normatives prises unilatéralement par l'État et qui ont un coût considérable pour les budgets locaux. Le Conseil municipal rappelle qu'à l'heure où interviennent ces coupes budgétaires, leurs conseils municipaux sont engagés en deuxième partie de mandat dans la mise en œuvre de leurs programmes municipaux, notamment avec des investissements dans le cadre de la transition écologique. Le Conseil municipal demande au gouvernement de ne pas remettre en cause la capacité d'agir des collectivités et de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale. Le Conseil municipal demande enfin au gouvernement de garantir l'autonomie financière et fiscale des collectivités et d'instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités, rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Je vous demanderai de bien vouloir adopter la motion ainsi présentée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette motion ? Monsieur Roulet. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci, monsieur le maire. Alors, ce soir, nous sommes ici pour discuter de la motion relative, je ne sais pas encore, de la motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État, rédigée et proposée par l'Association des petites villes de France. Alors, nous regrettons de ne pas avoir débattu de cette motion en commission, c'est dommage, sauf à dire que vous partez du principe qu'elle doit être votée en l'état. Nous trouvons par ailleurs très curieux que cette motion ne soit pas portée par vous, monsieur le maire, ou par votre adjoint aux finances. En même temps, et s'agissant certainement d'une intervention à vocation plus politicienne que financière, nous comprenons bien que M. Kermarec, coutumier des interventions politiciennes et de nombreuses salves contre le gouvernement, soit missionné sur le sujet. M. Kermarec, il est facile de demander à l'État de préserver les finances locales quand on ne s'applique pas les mêmes règles. Depuis le début de votre mandat, nous observons une dérive des dépenses de fonctionnement, la création de nouveaux postes, l'augmentation de la masse salariale, la gratuité de certains services et une hausse des impôts. Nous n'y reviendrons pas. Il est commode de blâmer le gouvernement pour détourner l'attention et éluder la responsabilité qu'on porte. Toutefois, dans le contexte actuel où de nombreuses collectivités ont déjà fait des efforts considérables, nous sommes favorables à cette motion pour ne pas asphyxier davantage nos communes. Nous voterons pour, mais à condition d'y ajouter 2 amendements essentiels. Avant de les citer, au préalable, rappelons quelques éléments factuels sur les finances publiques. La dégradation des finances publiques vient principalement de l'État et des comptes sociaux. La dette des collectivités, limitée à l'investissement, reste stable depuis 1995 et représente à peu près 8% du PIB, contrairement à celle de l'État et de la sécurité sociale qui ont explosé. Donc on partage votre constat. Depuis 2010, l'État a ponctionné 71 milliards sur les dotations du bloc communal, réduisant leur capacité d'action sans améliorer les comptes publics. Les mesures proposées, qui consistent à ponctionner encore davantage les collectivités à hauteur de 2,5 milliards d'euros en 2024 et accroître ainsi leur mise sous tutelle d'un État pourtant surendetté, seront inefficaces, voire contre-productives.
Comme par le passé, ces restrictions imposées conduiront à réduire les investissements, alors que les collectivités, nous le savons tous, portent plus de 70% de l'investissement et soutiennent ainsi la croissance. Les finances des collectivités ont déjà été ponctionnées par l'État, vous l'avez dit, via des baisses de dotation ou une compensation partielle des ressources locales qui ont été supprimées. Cette contribution ne s'est pas traduite par une réduction du déficit ou des prélèvements obligatoires dont s'acquittent les contribuables. En revanche, la compensation des ressources locales supprimées par l'exécutif pèse lourdement sur le budget de l'État à hauteur de 52 milliards d'euros par an, et au final, sur nous tous, contribuables. Donc, mesdames et messieurs, pour voter avec vous cette motion, nous vous proposons d'ajouter les amendements suivants. Le conseil municipal demande de réformer les dotations, notamment la DGF, en indexant leur montant sur l'inflation pour garantir une juste évolution des finances locales et permettre aux collectivités de maintenir leur capacité d'action, donc d'investissement. Le conseil municipal demande, alors deuxième amendement, le conseil municipal demande au gouvernement d'engager une revue des dépenses transférées et des recettes non compensées, ainsi qu'une revue des dépenses des collectivités sur des politiques publiques prioritaires, telles que la transition écologique ou le logement, pour assurer une gestion efficace et transparente. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Tu réponds. Pour l'instant, moi, vous avez raison que c'est un discours politique. Effectivement, l'association des petites villes de France a proposé aux collectivités de signer de présenter cette motion. Ce que nous faisons et nous signons, c'est un acte politique important. Parce que, comme vous le dites, Monsieur Roulet, c'est une charge financière qui ne fait qu'augmenter pour nos petites collectivités. Et effectivement, on estime que ce n'est pas aux collectivités locales qui sont déjà bien mises à contribution de payer la dette de l'État qui a été creusée malheureusement depuis quelques années. Donc, pour ce qui concerne les amendements, moi je suis plutôt favorable à mettre ces amendements. En tout cas, le premier. Pardon ? Moi non plus. J'avoue que je suis un peu perplexe sur le deuxième, parce que j'ai pas bien saisi votre volonté. Alors, si vous pouvez nous éclairer un petit peu plus, et à ce moment-là, pourquoi pas voter avec ces amendements ? Alors, on peut parler d'audit, mais au moins, on parle de revue des dépenses transférées et des recettes non compensées, parce que c'est vrai que chacun apporte ses chiffres et sa vision de la situation. Et il nous semble, alors que peut-être une mission parlementaire où la Cour des comptes puisse engager cette initiative-là de faire cette revue des dépenses des collectivités et notamment sur les politiques publiques prioritaires qu'on a citées, mais il y a aussi la mobilité. On a parlé de la transition écologique. Vous l'avez cité aussi en préambule. Les communes aujourd'hui sont engagées sur la transition écologique et engagent un certain nombre de dépenses importantes. Des économies également. Et des économies, bien sûr. Mais il faut, avant de récolter les économies, il faut quand même faire des investissements. On le voit bien lorsqu'on est en train de... Alors, c'est plus une politique qui est portée par la métropole que par la commune, mais la commune engage les actions. Donc, elle engage aussi les dépenses. Donc, il serait intéressant que les communes... qu'il y ait un bilan de fait de toutes ces dépenses qui, aujourd'hui, ne sont pas ou peu compensées par l'État. Alors, même chose pour le logement, le logement et l'hébergement, quand on parle de l'hébergement d'urgence, ou quand on parle du logement social, il nous semble que si on avait des chiffres partagés, alors, je veux dire, au moyen que l'État voudrait bien accorder, que ce soit la Cour des comptes qui serait missionnée ou une mission parlementaire, et qu'on ait chacun des chiffres clairs, que tous jouent la transparence, de manière à ce que le gouvernement ne puisse pas renvoyer la balle en disant que, non, les communes, vous avez... parce que ça, on l'a entendu, ce ne sont pas les communes qui auraient le plus souffert de la situation actuelle en matière de finances. Donc, ça aurait au moins le mérite de remettre les choses à leur place. Voilà, c'était
l'objectif, on va dire, de ce deuxième amendement que je vais reciter. Le conseil municipal demande au gouvernement d'engager une revue. Alors peut-être que les termes sont à revoir aussi. Une revue des dépenses transférées et des recettes non compensées, ainsi afin qu'une revue des dépenses des collectivités sur des politiques publiques prioritaires telles que la transition écologique ou le logement, et de manière à assurer une gestion efficace et transparente de ces politiques. Voilà. Monsieur Kermarek. Plusieurs choses. Bon. Là-dessus, je pense qu'on pourrait peut-être faire une petite interruption de séance et puis en discuter. Là-dessus. Après, juste un truc sur les remarques. Entre politicienne et politique, j'ai l'impression, moi, dans votre esprit, politicienne, c'est quand on dit du mal du gouvernement, et politique, c'est quand vous dites du mal de du conseil municipal et de ses représentants majoritaires. Bon, ça c'est un détail. Après, vous pouvez toujours revenir aussi, vous dites qu'on profite pour faire quelques saillies, à chaque fois vous revenez avec la même chose sur les dépenses qui ont augmenté. Je pense que c'est pas le moment de refaire le débat. Et je pense qu'on vous a démontré, peut-être ne l'avez-vous pas compris ou accepté, mais que s'il y a eu des augmentations du budget, elles sont liées à des choses très très factuelles, à savoir notamment l'inflation. Si on se rappelle de l'inflation, en quelques années, on est à plus de 10 ou 15%. Donc bon, il y a tout un tas d'explications à cette augmentation que vous considérez toujours en valeur absolue et pas en valeur courante. Et puis bon, on a eu l'occasion de débattre au budget. Je pense qu'on le refera encore. C'est probablement pas fini, mais on peut pas accepter d'entendre dire que nous avons provoqué une dérive des finances de la commune. Voilà. Et pour ce qui concerne le reste, enfin moi je sais pas si Bertrand peut-être, je pense qu'on peut s'arrêter 5 minutes pour parler de ça. Non ? Une petite interruption de séance. Pour débattre des deux amendements ? Bien, j'interromps la séance momentanément alors, pour qu'on puisse débattre de ce sujet. Alors, qui veut prendre la parole sur ce débat ? Merci, donc je réouvre la séance du conseil municipal. Donc voilà, ce que nous vous proposons, c'est de voter la motion l'État, parce que c'est une motion qui a été discutée avec l'AMF et l'Association des petites villes de France. Par contre, nous pouvons très bien associer à cette décision, si vous êtes d'accord de voter pour, de l'adopter, mais de rajouter vos remarques dans la délibération. Est-ce que ça vous convient ? Parce qu'on ne peut pas modifier en fait la motion telle qu'elle a été écrite. On le comprend parfaitement et je pense qu'on est d'accord. Ouais. D'accord, très bien. Bon, écoutez, donc je vais soumettre au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la motion est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On va passer maintenant à la deuxième délibération qui concerne l'accueil population et l'archivage des registres d'état civil. Madame Durand. Tu es prête, Marie-Pierre ? Allons-y. Bien, bonsoir. Il s'agit des registres d'état civil antérieurs à 1903. Les plus anciens datent de 1592. Donc, monsieur le maire est responsable des archives de sa commune. Elles doivent être conservées notamment pour la sauvegarde de la mémoire de la commune. Les registres d'état civil de la commune, les plus anciens étant des registres paroissiaux, sont jusqu'alors conservés dans les locaux de la mairie et ne bénéficient pas des conditions de conservation requises. La direction des archives départementales dispose d'un service de conservation optimal et propose aux collectivités la prise en charge gratuite des registres de plus de 120 ans, à la demande du maire et après délibération du conseil municipal. Il n'y a pas de transfert de propriété, les archives restent bien la propriété de la commune.
Ce dépôt présente d'une part un avantage du point de vue de la recherche, car les sources historiques vont pouvoir être inventoriées selon des normes de description archivistique, et d'autre part du point de vue de la conservation, car les archives communales sont conditionnées dans un carton et du papier neutre, protégés du vol, entreposés dans des magasins où la stabilité de la température et les degrés d'hygrométrie est contrôlée. Ce dépôt aux archives départementales nécessite une délibération du conseil municipal. Donc, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à demander aux archives départementales le dépôt des registres d'état civil pour la période de 1592 à 1902. Vaste programme. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Il n'y a pas de questions? Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je passe maintenant la parole à Monsieur Leroy pour les finances. Délibération numéro 4. Oui, merci, bonsoir. 3, pardon. Numéro 3, oui, on va commencer par les créances éteintes. Donc, on a reçu un courrier du Centre des finances publiques de Guichen suite à un surendettement, une décision d'effacement de la dette à hauteur de 184,49 €. Donc, je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de cette créance et d'acter la dépense pour ce montant, donc 184,49, et de le mandater au compte 65,42. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Finance toujours. Délibération numéro 4. Créance admise en non-valeur, Monsieur Leroy. Oui, donc même principe, créance admise en non-valeur, donc suite à un courrier toujours du Centre des finances de Guichen, pour un montant total des recettes non perçues, un montant total de 549,16 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de cette créance et d'acter la dépense pour ce montant et de le mandater au compte 65,41. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 5. Donc demande de régularisation suite au vol du fonds de caisse de la régie médiathèque, Monsieur Leroy. Oui, donc il a été constaté un vol à la régie de recettes donc, de la médiathèque le 2 avril 2024 d'un montant de 30 €. Et donc le déficit doit être apuré par un mandat au compte 65,883. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à procéder à l'apurement de la régie de recettes de ce montant de 30 € sur le compte cité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Monsieur Leroy, toujours, les finances concernant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Monsieur Leroy. Oui, donc les notes nous proposent de permettre aux propriétaires des maisons qui datent d'avant le 1er janvier 1989 de bénéficier d'une remise sur leur taxe foncière dans le cadre de travaux qui interviendraient donc sur ce logement et qui répondraient à un certain nombre de critères qui sont assez conséquents. Donc la loi nous permet donc de procéder à une exonération de 50% à 100% de la taxe foncière, sachant que, donc vous le savez, sur les maisons neuves, on a une exonération de 50%, donc on propose de garder ce même montant, sachant que cette exonération donc, répond pleinement à notre politique de lutte contre les dépenses énergétiques et en faveur du développement durable. Donc pour des petites précisions, donc pour des maisons qui auraient été construites avant le 1er janvier 1989, donc des travaux dans l'année précédente qui répondent aux critères supérieurs à 10 000 € ou dans les 3 années précédentes qui répondent à ces critères pour un montant au moins de 15 000 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir décider d'exonérer de taxes foncières les propriétés bâties, donc c'est pour une durée de 3 ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à économiser l'énergie, de fixer ce taux d'exonération à 50% et de charger Monsieur le maire de notifier cette décision au service préfectoral. Merci Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Finance toujours. Là, il va s'agir de la participation 2024 au syndicat intercommunal de la Contrie, mais avant de la présentation
de la délibération, je vais passer la parole à Monsieur Kermarek. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, quelques mots pour vous, enfin, peut-être pas pour vous éclairer, mais pour expliquer la situation de la piscine aujourd'hui. Donc, outre l'augmentation de participation. Donc, vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on a des... Comment ? On a eu quelques soucis à la piscine avec notamment des fermetures, des grèves. Enfin, la presse d'ailleurs s'en est fait l'écho. Et donc, on a eu des fermetures inopinées. Donc, ceci dû à la fois aux jours de grève, mais aussi beaucoup à de nombreuses absences liées à des arrêts de travail. Notamment, le directeur est absent depuis le 1er janvier et a priori son absence va durer. Donc il y a aussi des postes vacants qu'on n'arrive pas à pourvoir du fait du manque de maîtres nageurs et de la tension sur le métier. Donc tout ça a provoqué des fermetures inopinées, partielles ou totales, des annulations de cours, des annulations de séances pour les scolaires. Et en interne des tensions sur les emplois du temps des maîtres nageurs, et puis aussi de ce fait des pertes de recettes qui pourront impacter la santé financière déjà fragilisée de l'établissement. Au début de l'année, on était sur une courbe plutôt favorable où on dépassait les recettes de l'année dernière, et là on est retombé en dessous. Donc voilà. Et donc évidemment, ça a des conséquences, notamment un mécontentement croissant des usagers, et qui vont de pair avec des demandes de compensation financière, une ambiance de travail qui est dégradée et des revendications assez fortes de la part des agents. Et donc, alors, face à cette situation, évidemment, on a rencontré les délégations syndicales, les représentants syndicaux, les délégations du personnel, et puis donc, on a pris quelques décisions. C'est pas la première, mais enfin, une décision qui est d'indemniser les usagers qui ont subi des pertes, qui n'ont pas pu avoir leur cours, mais sous forme d'entrée à la piscine pour le moment, puisque on n'est pas bien sûr de pouvoir les organiser l'année prochaine, les mêmes cours. Donc, donc dans le cadre des rencontres que nous avons eues avec les syndicats, on a créé une instance de dialogue social, qui est une instance propre à l'établissement, qui a pour vocation à traiter les problèmes de l'établissement, parce qu'aujourd'hui, le CST, c'est celui du département. Donc il est particulièrement difficile dans quelque chose dans une instance qui traite de tous les équipements et de tous les agents de ces équipements, de faire valoir quelque chose pour un établissement en particulier. Donc on a mis en place ce comité, cette instance de dialogue social, un comité local de dialogue social, donc qui n'est pas une instance réglementaire, mais dont on pense qu'elle a vocation à, entre guillemets, favoriser la paix sociale et le dialogue entre les agents et le syndicat. On a proposé quelques améliorations, on a négocié des améliorations des conditions de travail pour les agents, concernant les conditions de transition entre les cours, les vêtements, etc. Des mises à jour du plan d'organisation et de surveillance des secours et du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors là, ces travaux ont pris un peu de retard, notamment en raison de l'absence prolongée du directeur, mais un nouveau calendrier est en préparation. Il n'est pas en préparation, il a été défini, et on va pouvoir avancer sur le sujet. Ainsi que la mise en place d'un plan de formation de tous les agents à la sécurité. Voilà. Il reste encore quelques points de divergence, notamment sur les conditions de rémunération, mais c'est avancé. Donc c'est plutôt que ça avance. La première réunion du comité local a eu lieu le 28 mai. Donc elle a donné lieu à des avancées substantielles, mais bon, il n'est pas
il est trop tôt pour les dévoiler aujourd'hui, donc dès qu'on aura des choses plus claires à vous dire, on vous les dira. Et puis nous ferons la communication. Voilà, c'était le petit point qu'on voulait faire pour que vous puissiez, pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Merci. Attendez qu'on présente d'accord. la délibération, peut-être. Vous pourrez prendre la parole après. Je vous invite à prendre la parole à la suite. Donc, Monsieur Leroy, je vous passe la parole pour la délibération. Oui, merci. Donc, suite à la présentation d'Alain, donc le comité syndical nous a demandé une participation pour cette année de 227 272,50 €, donc en 2 versements comme d'habitude. Le premier a déjà eu lieu, 97 800 €, c'était la moitié de l'acompte de l'année dernière, et donc le second versement qui interviendra après cette délibération, donc pour un montant de 129 472,50 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versement au syndicat de cette participation et de dire que les crédits seront inscrits au BP 2024. Merci. Monsieur Houssin, voulez-vous exprimer? Oui, en fait, on a quelques inquiétudes parce que, on voit effectivement que les participations des communes augmentent. Et le propos de Alain, il y a quelques instants, tout sauf, il n'est pas clair, quoi. Enfin, on a le sentiment que la situation n'avance pas, et on n'a pas le sentiment que sur ce dossier-là, il y a des réformes qui sont mises en place. Alors, on parle de grève, mais qu'est-ce qui motive ces grèves? On a vraiment, on manque d'informations, et on a le sentiment qu'on va encore remettre des subventions les unes après les autres. Et est-ce qu'il y a vraiment un capitaine dans le navire? Parce que là, on dit le directeur est absent, mais le directeur, ça peut être absent, mais est-ce qu'on a essayé de pourvoir à son remplacement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui assure ses fonctions? C'est les syndicats qui mènent la danse. Enfin, c'est assez. C'est pas quelque chose qu'on avait rencontré, quoi. Il y a eu le problème de la cafétéria il y a quelques années. Il y a eu ce bassin ludique qui devait permettre d'attirer un certain nombre de public. Là, à l'écoute de ces propos, on se demande où va la piscine. Enfin, c'est une inquiétude quand même qu'on doit tous avoir autour de ça. J'ai pas l'impression qu'on va voir le bout du tunnel demain, quoi. Sauf à payer les déficits et à rembourser des adhérents, quoi. Monsieur Kermarek. Oui. Je ne peux que souscrire à ton inquiétude. Effectivement, on est inquiet sur ce qui se passe, parce que on va pas refaire l'histoire, mais effectivement, l'histoire du restaurant, ça a été réglé, avec un déficit qui devait approcher les 100 000 € à l'époque, mais ça a été résolu de cette façon-là. Enfin, en remettant ça au pot. Là, aujourd'hui, on a eu, on l'a déjà expliqué, il y a eu des décisions de prise en 2017 ou 2018 pour créer un bassin ludique, un bassin nordique, pardon, et puis refaire même mettre en place un équipement de bien-être avec l'ambition d'augmenter les recettes. Il s'est trouvé que la crise du Covid est venue casser tout ça, puisque au moment où on ouvrait le bassin nordique, on a fermé les piscines. On a fermé les piscines tout en continuant. C'est pas comment. C'était normal, si tu veux, mais on a continué. C'était normal, on a fait ça partout. Enfin, pas partout d'ailleurs, mais dans les établissements publics, on a continué à payer le personnel. Donc ça forcément, ça a creusé le déficit. On n'a pas récupéré encore, au bout de 2 ou 3 ans, la fréquentation. Par là-dessus, sont venus se greffer des problèmes alors à la fois de beaucoup d'arrêts de maladie, des difficultés de recrutement, et puis toutes ces fermetures intempestives qui font que... Les revendications, c'est des revendications salariales, c'est des revendications managériales. Écoute, moi je pense que c'est pas le lieu. Moi, je vais pas me substituer au syndicat. Non, je dis pas que c'est le lieu. Le lieu ici, c'est quand même d'autoriser des subventions. Et j'ai quand même le sentiment, là aussi, pour le coup, on va en autoriser de plus en plus. Enfin, voilà, c'est aussi le risque de la collectivité mais qu'on représente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette enveloppe qui augmente un petit peu, c'est essentiellement pour
des problèmes de personnel. Parce que le directeur, bon, on en a parlé, on va lancer un recrutement, probablement. Enfin, moi, je veux dire, c'est des choses qui ne sont pas non plus officielles, donc c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Mais on pourra en reparler en commission, je préférerais. Après, pour ce qui est des revendications, elles ont trait à la prime inflation, elles ont trait au RIFSET, au CIA, etc. Bon, et puis, faut reconnaître que le métier de maître nageur, il est complexe. Il est complexe parce que, d'abord, ils sont toujours dans un environnement difficile. Hein. Ils respirent du chlore, ils sont... voilà, et donc ça provoque des maladies de posture aussi, etc. Et donc, on a beaucoup d'arrêts. Et qu'on n'est pas capable de remplacer comme ça au pied levé. Ces arrêts-là, ça provoque des tensions sur les... en fait, on fait appel aux maîtres nageurs pour remplacer au pied levé leurs collègues. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours accepté. Donc tout ça crée, comment dirais-je, une espèce d'ambiance qui n'est pas favorable. C'est pour ça qu'on a mis en place ce comité local de dialogue, parce que à la fois on considère qu'il faut une instance pour le faire, qu'il faut que les travaux de cette instance soient transparents et transmis à tous les agents, et qu'on trouve des solutions en commun pour améliorer le service et faire en sorte que l'établissement redémarre, continue à fonctionner de la meilleure des façons. On a tous intérêt à ça, que ce soit les communes et le syndicat. Donc on sait bien que même si on a quand même un équipement qui est, je ne vais pas dire qu'il est économe, mais qui est beaucoup moins coûteux que d'autres qui ont des modes de chauffage différents. Et donc, mais le personnel également a intérêt à ce que ça marche bien, hein, parce que on ne retrouve pas ça sur d'autres établissements de piscine. Enfin, non, mais il y a quand même quelque chose qui doit être en interne. Alors, il faut quand même savoir que ce type de fonctionnement, il y en a très peu en France. Je crois que c'est moins d'une dizaine, donc un syndicat intercommunal. Tu veux dire quelque chose avant et puis je continue ? Ouais, vas-y. Monsieur Athanase. Oui, bon, merci. Bonsoir à tous. Deux questions ou une question et une remarque. Oui, je rejoins le fait qu'effectivement, on est assez atypique sur ce type d'organisation qui s'avère difficile à gérer, semble-t-il, avec tous les éléments que vous nous transmettez. Moi, j'avais cru comprendre, quand on nous a demandé en avril 2023 de voter déjà un budget complémentaire qui était déjà plutôt en forte hausse, avec les explications qui étaient rationnelles et factuelles sur les hausses du coût de l'énergie à l'époque. On était à 674 000 euros et des poussières, on va dire, donc était entendu. Et j'avais cru comprendre qu'à l'époque, on recherchait dans les différentes solutions également des solutions éventuellement de mise en régie ou de déléguer la gestion de cet établissement avec des gens peut-être un peu plus spécialisés, comme c'est le cas dans pas mal d'établissements communaux ou intercommunaux. Je ne sais pas où on en est sur cette recherche de solutions, même si ce n'est pas que la seule solution à regarder, mais ça fait partie des solutions à regarder. Et moi, je suis un peu surpris aujourd'hui qu'on nous demande de voter un supplément de quasiment 40 000 euros, enfin même un peu plus de 40 000 euros, par rapport à l'année 2023, avec la seule explication qu'il y a des problèmes sociaux et du mal-être chez le personnel, ce que je peux entendre, mais qui, pour moi, ne sont pas en lien direct avec cette hausse de budget qu'on demande de voter, qui, bien sûr, doit aussi impacter, je suppose, les autres communes au prorata de la contribution. Absolument. Ouais. Voilà, donc comment peut-on expliquer une telle hausse alors que les hausses matières sont plutôt derrière nous à date, particulièrement sur le coût de l'énergie depuis le début de l'année. Donc j'ai un peu de mal à suivre. Et puis deux, où en est-on dans la recherche éventuellement d'une délégation de service ? Alors, pour ce qui concerne... Monsieur Kermarek. Oui, pardon. Pour ce qui concerne la délégation de service, on n'avait pas envisagé une DSP de l'établissement complet, mais juste de la salle de sport. Voilà. Il se trouve que les négociations n'ont pas abouti. Donc pour l'instant, on n'a pas. On était en discussion avec un prestataire qui finalement a décliné l'offre.
Pour ce qui concerne ce qu'on disait tout à l'heure sur le mode de gestion. Alors, on a des modes de gestion, en fait, essentiellement, on va dire, il y en a 4, si on veut. Il y a les piscines privées, mais celles-là, on n'en parle pas. Il y a les piscines communales et d'autres qui sont en délégation de service public. Alors, si on va dans le, par exemple, Rennes ou Cesson, ils ont des piscines communales. Et donc, le budget de la piscine, il est intégré au budget global de la commune. Et donc, ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas de la même façon que nous, où là, c'est l'unique objet. Donc là, on sait combien ça coûte et combien. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un peu la différence. Autrement, il y a les délégations de services publics. On n'y a pas encore songé à bah si mais c'est pas l'idée, c'est pas de passer par là. Donc l'idée, c'est d'arriver à récupérer une fréquentation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des depuis la crise du Covid, on a récupéré la fréquentation d'avant, mais avec un équipement en plus. Donc c'est la Et si je peux me permettre également d'ajouter, c'est que forcément, le fait qu'on ne puisse pas trouver de maître nageur, ça veut dire qu'au niveau de la sécurité, on ne remplit pas nos obligations au niveau de la sécurité, donc on est obligé de fermer les bassins. Et donc, ce qui fait que forcément, il y a une fréquentation moindre, et donc une perte de recettes due à cet état de fait. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas... nos maîtres nageurs sont en arrêt de maladie, on peut pas les remplacer, donc on peut pas ouvrir les bassins. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je pense qu'on est et du coup, effectivement, ça nous fait des surcoûts parce que pendant ce temps-là, il faut bien continuer à payer les salaires, à payer les charges, et on n'a pas les recettes correspondantes. Donc c'est une partie des explications pour moi. Effectivement, on était plus serein l'année dernière. Moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'année dernière, on avait renégocié les prêts, et cette renégociation a fait baisser la contribution, donc, sur ce remboursement, mais ça revient cette année. Donc, voilà. Et puis on a toutes ces propositions, tout ce qui touche à la rémunération et qui font que les gens, les maîtres nageurs, ils souhaitent avoir leur prime inflation, ils souhaitent avoir leur CIA, etc. Ce qu'on peut comprendre. Donc ça nous fait une augmentation, sachant que nous, effectivement, Bru participe à peu près à hauteur de 25% du financement. Du financement total. Mais aussi 25% de la fréquentation. Donc de ce point de vue, on n'est pas... c'est pas. Et ce que je disais quand même, malgré tout, même si ça augmente, c'est quand même relativement faible par rapport à d'autres établissements. Quant à la DSP, il suffit de voir les tarifs. On peut le faire. Et puis, quelquefois, ça peut arriver, on ne va pas se réjouir, on s'en fout, mais vous avez vu ce qui s'est passé à Guichin. Merci. Je ne peux pas être plus précis que ça. Merci, Monsieur Kermarek. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Donc, pour cette délibération de participation au syndicat intercommunal de la Contrie, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Toujours les finances. Là, il s'agit de la rénovation de l'hôtel de ville et la demande de subvention au titre du fonds vert, Monsieur Leroy. Oui, merci. Donc, comme vous le savez, donc on a dorénavant l'obligation de passer par une délibération pour demander des subventions. Donc, au titre de la rénovation de l'hôtel de ville, donc qui est dans le cadre du fonds vert, donc la ville envisage de déposer une demande de dossier. Une demande de dossier à hauteur de 39,32% du montant global. Donc, vous avez le tableau normalement sous les yeux. Voilà. Donc pour un montant de 580 000 € sur les 1 474 910 € prévisionnels. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver le projet de rénovation de l'hôtel de ville et d'approuver surtout les modalités de financement prévisionnelles telles que décrites dans le tableau. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci.
Toujours dans le cadre de la subvention, demande de subvention, il s'agit du fonds Chêne. Monsieur Leroy. Oui, donc le fonds Chêne, donc là ça concerne donc le lot numéro 1, donc ressources humaines pour le programme Acté Plus. Donc la ville a déposé un dossier de demande d'aide pour le poste d'économe de flux, donc un technicien énergie auprès de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, donc la FNCCR. Donc dans ce cadre, je vous demanderai de bien vouloir approuver les modalités de financement prévisionnel telles que décrites ci-dessous, à savoir une subvention de 40% de ce poste-là pour un montant de 67 2,55 € sur les 167 506,38 et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de la FNCCR l'attribution de cette subvention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant au tarif de la TLPE 2025, Monsieur Leroy. Donc oui, TLPE 2025, donc comme vous le savez, les tarifs sont revus annuellement sur la base de l'inflation à l'année N-2, donc l'inflation s'élevait à 4,8%, donc les tableaux des tarifs ont été revus à la hausse, donc ils sont affichés devant vous. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais donc je vous demanderai de bien vouloir modifier les tarifs de la TLPE pour l'année 2025 et d'exonérer en application des articles ad hoc les enseignes non scellées au sol, donc pour les enseignes qui font moins de 12 mètres carrés, comme d'habitude. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. On passe à l'aménagement maintenant. Donc, je passe la parole à Madame Pinard. Bonsoir. Une partie du chemin rural situé au lieu-dit Chaton n'est plus utilisée par le public depuis environ 20 ans. Sur une emprise d'environ 1000 m², son tracé a disparu complètement sur la partie ouest, le chemin étant depuis devenu impraticable du fait d'une végétation dense. La partie est de cet ancien chemin est à usage de cours de ferme. Dans le cadre d'aménagements réalisés par Rennes Métropole afin de créer une liaison cyclable reliant Bru à Laillé, les propriétaires riverains ont souhaité acquérir cette emprise pour régulariser la situation existante. Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. À cette fin, une enquête publique doit être organisée. Les modalités précises de cette enquête seront établies par un arrêté du maire. La décision relative à la vente de cet ancien chemin rural fera l'objet d'une seconde délibération prenant en compte les apports de l'enquête publique. Je vous demanderai de bien vouloir constater la désaffection du chemin rural, de décider du lancement de la procédure de cession des chemins ruraux prévue à l'article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, d'autoriser Monsieur le maire à organiser une enquête publique sur ce projet, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Toujours l'aménagement, donc contrat de prêt à usage d'un terrain, les Cormiers. Madame Pinard. Alors, la ville est propriétaire de la parcelle BN 35 située au lieu-dit Les Cormiers d'une surface de 25 239 m². La partie ouest de cette parcelle est gérée par les services techniques municipaux dans le cadre d'une compensation de zone humide. La partie est, sur une emprise d'environ 16 739 m², est aujourd'hui libre. Il est proposé d'établir un contrat de prêt à usage au profit de M. Grégory Fachon pour du fauchage et du pâturage. Le contrat de prêt à usage permet de mettre à disposition un bien à titre gratuit en contrepartie de l'entretien du terrain. Le contrat sera conclu à titre gratuit pour une durée d'1 an et sera renouvelable par avenant. En contrepartie, M. Fachon s'engage donc à entretenir le terrain et réaliser ou faire réaliser les clôtures et l'entretien de celle-ci. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer le contrat de prêt à usage et les avenants afférents, le cas échéant.
d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Une nouvelle délibération sur l'aménagement Oui, à usage. un peu terrain de Les Cormiers. Un peu de la suite de... Une autre... Voilà. un peu la La même. ville est propriétaire de la parcelle BO21 située à l'Éperon d'une surface de 7640 m². Elle est majoritairement boisée et entretenue par les services techniques. Il est proposé d'établir un contrat de prêt à usage au profit de M. Grégory Fachon pour du pâturage. Le contrat de prêt à usage permet de mettre à disposition un bien à titre gratuit en contrepartie de l'entretien du terrain. Le contrat sera conclu à titre gratuit pour une durée d'1 an et sera renouvelable par avenant. En contrepartie, M. Fachon s'engage donc à entretenir le terrain et réaliser ou faire réaliser les clôtures et l'entretien de celles-ci. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser M. le maire ou un adjoint à signer le contrat de prêt à usage et les avenants afférents, le cas échéant, d'autoriser M. le maire ou un adjoint à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Encore une délibération concernant l'aménagement. Là, il s'agit de la convention de mise en réserve entre la commune et Rennes Métropole. Alors, la commune de Bru a sollicité Rennes Métropole dans le cadre du programme d'action foncière pour l'acquisition d'un bien situé au 22 rue de la Noé, cadastré AT 890, constitué d'une maison d'habitation d'environ 193 m² sur un terrain d'une superficie de 641 m². Le but de cette acquisition est de constituer une réserve foncière pour la réalisation d'une opération de renouvellement urbain dans le respect du programme local de l'habitat. Le secteur de la Noé est compris dans le périmètre des études préalables à la création d'une zone d'aménagement concertée multisite. Conformément aux règles du programme d'action foncière, cette acquisition doit faire l'objet d'une convention de mise en réserve qui sera d'une durée initiale de 5 ans. Le bien devra être racheté par la commune ou un organisme ou concessionnaire qu'elle aura désigné. L'acquisition a été réalisée à l'amiable au prix de 450 000 € hors frais. Rennes Métropole assurera la gestion du bien qui sera mise à disposition de l'association immobilière à vocation sociale, l'AIVS. Le bien étant en gestion métropolitaine via l'AIVS, aucune contribution n'est due. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de mise en réserve au profit de Rennes Métropole pour le bien situé au 22 rue de la Noé, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. La prochaine délibération est dans la même veine. Elle concerne un bien situé 12 rue des Planches. Madame Pinard. Alors, la commune de Bru a sollicité Rennes Métropole, dans le cadre du programme d'action foncière, pour l'acquisition d'un bien situé au 12 rue de la Noé, cadastré AT 242 et 490, constitué d'une maison d'habitation d'environ 123 m² sur un terrain d'une superficie de 440 m². Le but de cette acquisition est de constituer une réserve foncière pour la réalisation d'une opération de renouvellement urbain dans le respect du PLH. Le secteur de la Noé est compris dans le périmètre donc des études de la ZAC multisite. Conformément aux règles du programme d'action foncière, cette acquisition doit faire l'objet d'une convention de mise en réserve qui sera d'une durée initiale de 5 ans. Le bien devra être racheté par la commune ou un organisme ou concessionnaire qu'elle aura désigné. L'acquisition a été réalisée à l'amiable au prix de 300 000 € hors frais. Rennes Métropole assurera la gestion du bien qui sera mis à disposition de l'AIVS. Le bien étant en gestion métropolitaine via l'AIVS, aucune contribution n'est due. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de mise en réserve au profit de Rennes Métropole pour le bien situé au 12 rue des Planches. D'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vais maintenant passer la parole
À Monsieur Raveau, concernant l'aménagement du parking Pagnol et un protocole d'accord Bouygues, syndicat des copropriétaires. Monsieur Raveau. Oui, alors sur cette délibération, là, on avait déjà largement parlé au conseil municipal précédent. Je vais vous faire, on va se dispenser de l'historique, à moins que vous le souhaitiez. Je dirais que l'établissement, c'est bien un protocole d'accord d'aménagement du parking avec les syndicats de copropriétaires et Bouygues Immobilier. Donc les établissements qui reçoivent du public, et le parking Pagnol c'en est un, sont soumis à un règlement de sécurité contre les risques d'incendie, de panique et à des contrôles périodiques réalisés par la commission départementale de sécurité dont que j'assume régulièrement. Donc lors de la dernière visite périodique du parking Pagnol le 5 octobre 2023, de nombreuses non-conformités ont été relevées. Elles étaient importantes puisque elles étaient au nombre de 10 ou 11 non-conformités. Elles ont conduit la commission de sécurité à émettre un avis défavorable à la poursuite d'exploitation de cet établissement recevant du public. L'Assemblée générale du 12 mars 2024, les copropriétaires Promenade Pagnol Sous-Sol ont voté, on ne va pas dire à l'unanimité, mais presque, puisqu'ils étaient 42 représentés et 41 ont voté la fermeture du parking au public, étant donné les difficultés d'exploitation, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, puisque j'ai fait un petit tour il n'y a pas très longtemps. Ce sont des dégradations régulières, ce sont toujours les non-conformités qui sont progressivement levées, mais qui ne sont pas toutes levées. Cette fermeture au public nécessite en effet des travaux afin de le rendre accessible uniquement aux copropriétaires et locataires, c'est la demande qui est formulée et puis qu'on peut comprendre, puisqu'on souhaite qu'il y ait des portes de garage automatiques, qu'il y ait des fermetures également des portes piétonnes. Dans ce contexte, et compte tenu de la configuration du bâtiment, la ville, en tant que membre de la copropriété, a négocié, et là c'est une bonne surprise, avec Bouygues Immobilier, une indemnité de ces travaux. Bouygues Immobilier, on est donc sur le protocole Bouygues Immobilier versera donc au syndicat des copropriétaires Promenade Pagnol Sous-Sol une indemnité de 25 000 € au titre des travaux rendus nécessaires pour procéder à la fermeture du parking, et Bouygues Immobilier prendra en charge les frais notariés qui sont liés à cette opération. Bouygues Immobilier cédera à la ville, à l'euro symbolique, c'est encore une bonne surprise, les 15 places hors sous-sol, niveau -1, dont elle est toujours propriétaire. Les 15 places de stationnement sont les lots de 246 à 260 au sein de la copropriété. La ville, par contre, s'engage à prendre livraison des lots de copropriété, objet de la dation en paiement prévue dans l'acte de vente en date du 29 décembre 2014. Conformément aux éléments ci-dessus, par délibération en date du 15 avril 2024, le maire est autorisé à signer le protocole qui formalise l'accord entre la ville, l'accord entre la ville et Bouygues Immobilier concernant les 15 places de stationnement. Cette présente délibération concerne le second protocole qui formalisera le versement de l'indemnité de 25 000 € par Bouygues Immobilier au syndicat des copropriétaires. La ville, quant à elle, s'engage également à ne pas s'opposer à la fermeture au public du parking. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer ce protocole d'accord entre Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires, et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Merci, M. Raveau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? M. Roulet. Ce n'est pas une question, c'est simplement une explication de vote, puisqu'il s'agit de la continuité de la délibération précédente. Oui. Il n'y a pas de surprise. Non. Même bonne. Donc, ce sont les mêmes. Donc, nous voterons donc contre. Pardon? Nous voterons contre cette délibération. Vous voterez contre, comme vous aviez déjà voté sur la première délibération. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions par rapport à cette délibération? Monsieur Deguerret? Oui, j'ai une question, bonsoir. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la cession des places à ceux qui souhaitaient en acquérir? Parce que je crois qu'à un moment, vous aviez proposé aux occupants de l'immeuble de pouvoir acquérir des places, il me semble. C'est tout à fait cela. C'est maintenant, il faut trouver des critères de recevabilité, mettre une hiérarchisation, voir un petit peu ceux qui seraient potentiellement preneurs.
et à partir de là, étudier les demandes et ensuite les mettre en session, comme vous le... C'est exactement la suite qui va être mise en place. Il y a combien de places à céder? Il y en a une... pour l'instant, on va être prudent parce qu'il y a aussi le souci de permettre aux agents de la ville de pouvoir avoir cet accès. Donc on les a consultés pour savoir un peu ceux qui seraient preneurs d'une place de stationnement. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour nos personnels. Donc on va mettre, dans un premier temps, on a acté le fait de mettre en session 30 places pour l'instant. On ira crescendo et on verra en fonction de la demande, des critères de recevabilité. Et tout ça, ça va être étudié et fait dans la plus grande transparence. Et sur quel prix on est sur la place de session, là, le prix de la session? Pardon, le prix, oui. Alors là, on a fait évidemment appel. Madame Pinard. On a fait appel au domaine pour qu'ils évaluent les prix et on ne peut pas vendre en dessous des prix des domaines, sauf justifié d'un intérêt général. Donc pour l'instant, on est à 14 000 € la place. Voilà. Et je voulais rajouter... C'est dans nos réflexions. C'est dans nos réflexions. Pas encore décidé. Je voulais rajouter qu'on a à peu près une quinzaine de demandes de commerçants autour de la place, mais on va élargir. Et effectivement, il faut d'abord en interne que nous, on sache les besoins pour la ville. Parce que l'idée est assez simple, est de dire que tout le personnel communal qui travaille aux abords de ce parking Pagnol pourrait évidemment utiliser ces places-là et par ce fait-là décharger l'espace public. Parce que c'est des gens qui sont garés toute la journée, vous voyez. Et donc, on fait un sondage, là, auprès du personnel, comment viennent les gens, etc. Sont concernés la médiathèque, le Grand Logis, l'hôtel de ville et la maison des enfants. Donc, on est en pleine réflexion. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. Ok, très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc la proposition est adoptée. Moi, les oppositions que j'ai bien notées, au nombre de 7, je suppose. Très bien. Oui. Donc je vais passer effectivement la parole à M. Chevet maintenant concernant le manoir de la Noé et la convention d'occupation précaire à ce manoir. Merci Monsieur le maire et bonsoir à tous. Voici 2 délibérations qui concernent l'événement Un été au manoir qui se déroulera du 4 juillet au 15 septembre au manoir de la Noé. Cet événement vise plusieurs objectifs. Alors je vais rapidement les lister ici. Le premier, d'abord, c'est ouvrir le lieu, les manoirs, ces extérieurs au public. C'est un lieu auquel beaucoup de Brugeois sont attachés et c'est aussi l'un des rares bâtiments patrimoniaux de la commune. Il semble important de le souligner cette année de commémoration des 80 ans du bombardement. Le deuxième objectif, c'est de proposer aux habitants, le temps de l'été, un espace convivial et festif dans la cour du manoir. Un appel à candidature pour animer cet espace a été lancé en début d'année. C'était le projet Café éphémère. Le lauréat de l'appel à candidature est la guinguette Camille et Léon, qui s'installera dans la cour cet été pour y proposer des animations et une programmation culturelle. Troisième objectif, mobiliser les habitants autour des questions de la transition écologique. Tout un programme d'ateliers, de temps d'échange et d'animation a été mis au point par des associations et des habitants de Bruges. Je tiens sincèrement à les remercier ici. Ces habitants ont donné de leur temps et ont collaboré dans le cadre d'une initiative appelée le Réseau des transitions. Bien sûr, la ville et ses partenaires participent aussi à ce programme qui sera publié cette semaine. Vous avez eu un exemplaire aujourd'hui. Le programme propose tout au long de l'été des animations sur une grande palette de sujets, énergie, biodiversité, climat, mobilité, agriculture, consommation. Vous en saurez plus dans le programme cette semaine. Et enfin, dernier objectif, mais très important, concerter les habitants au sujet de l'avenir du lieu. Dans notre programme politique en 2020, nous proposions de créer une maison de la transition. Cet objectif est toujours tenu et notre souhait est que ce lieu soit effectivement dédié aux transitions, mais qu'il soit principalement porté par les habitants, notamment sous la forme d'un lieu hybride, d'un tiers-lieu. L'expérimentation cet été sera donc l'occasion de tester les usages, de concerter les habitants et d'engager le travail pour la suite. Je propose de lire le texte de la délibération.
Le manoir de la Noé fait l'objet d'une expérimentation pendant l'été 2024, un été au manoir. Dans le cadre de cette expérimentation, l'appel à projet Café éphémère a été attribué à la SAS Les Scopins, porteurs du projet de guinguette Camille et Léon, pour animer la cour du manoir pendant maximum 3 mois durant l'été 2024. La SAS Les Scopins se verra attribuer une surface totale de 470 mètres carrés du manoir, composée des éléments suivants: les espaces extérieurs, cours, préaux, salle d'exposition, le rez-de-chaussée du manoir, salle d'exposition mutualisée avec le réseau des transitions, 2 salles, dont une mutualisée avec l'association Petit Cadeau Bonheur, sanitaire, bureau. La destination des lieux et l'accueil du public en extérieur dans le cadre d'une guinguette, la mise en place d'une programmation artistique et culturelle, l'accueil d'une résidence artistique et le stockage de matériel. La convention est conclue pour une période fixée entre le 27 juin 2024 et le 15 septembre 2024, étant précisé qu'il pourra être mis fin à la convention dans le mois suivant une délibération prise par le conseil municipal. Le locataire pourra y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de 1 mois, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce sans que le congé ait besoin d'être motivé. La présente convention étant précaire, elle doit être consentie moyennant une indemnité inférieure à la valeur locative réelle. Il est proposé le prix de 10,5 € par mètre carré par an, ce qui correspond à un montant de 262,5 € par mois, arrondi à 200 € par mois. Ce prix est inférieur au prix constaté pour des locaux similaires dans le secteur. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention d'occupation précaire annexée à la présente délibération et tous les documents nécessaires. Merci, Monsieur Chevet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Houssin? Oui, une première question concernant cette activité. On n'a pas d'éléments sur la licence, et licence 4, licence 3, qu'est-ce qui est... C'est la licence, donc pas d'alcool fort, je pense que c'est licence 3. La demande est faite, donc ça sera uniquement bière et vin en ce qui concerne l'alcool. Et une remarque sur le tarif. C'est vrai que le tarif est relativement... séduisant, puisque je pense que c'est un peu inférieur même à des tarifs de terrasse pour les cafés qui sont à Bru. Donc, On s'est basé sur le tarif d'occupation de l'espace public. Alors pour remettre dans le contexte, quand on a lancé le café éphémère, l'idée c'était de ne pas fermer la porte à des porteurs de projets de type associatif. Donc on ne voulait pas qu'il y ait une barrière à l'entrée. On a convenu avec les porteurs de projets qu'il y aurait un bilan qui sera fait à la fin de l'expérimentation, parce que c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir plus de perspectives sur le modèle économique d'un lieu de ce type. Et donc s'il y a d'autres expérimentations de ce type, on pourra ajuster aussi en fonction. Et avec l'association qui occupe aussi les lieux, ils ont concerté un petit peu leur mode d'emploi. Alors il y a 2 associations aujourd'hui. Il y a l'outil en main qui utilise le rez-de-chaussée du manoir et Petit Cadeau Bonheur qui sont au premier étage. Donc Petit Cadeau Bonheur n'est pas impacté. On est en contact avec l'association. Ils seront sur les lieux pendant l'été et ça perdurera. On a travaillé avec l'association L'outil en main depuis plusieurs mois. On avait entamé la discussion avec eux fin d'année pour leur expliquer le projet tel qu'on l'imaginait. Ils avaient été aussi informés lors du précédent renouvellement de leur convention qu'il y avait un projet qui était en préparation. Donc on a proposé une alternative à l'outil en main qui, à la fin de leur saison, donc l'idée c'est de ne pas du tout impacter leur saison, donc ils ont des ateliers proposés aux enfants jusqu'à fin juin, donc ils seront en mesure d'exécuter leurs ateliers, notamment l'atelier jardinage en extérieur, et l'année prochaine ils vont intégrer l'AMDA, donc les préfabriqués, où là ils auront des locaux autonomes pour pouvoir continuer l'activité. Et dernière question, contrairement à certaines de vos initiatives, là vous avez informé un peu la population qui est à proximité. Est-ce qu'il y a eu des retours ou du voisinage sur ce sujet-là? Tout à fait. On a même tenu une réunion avec eux. On avait convié une réunion pour l'information. Il y a eu une vingtaine de personnes à participer du voisinage. Des questions sur l'organisation, sur les objectifs, sur les mesures qui seront prises pour limiter les nuisances. Vous l'avez vu dans la convention, dans l'appel à projet, c'était quelque chose qui était dès le départ. Et surtout beaucoup de retours positifs, je pense, des habitants, des riverains, des habitants qu'on peut croiser aussi, qui ont hâte qu'il y ait de l'animation sur ce lieu-là l'été. Donc voilà, je pense que on a pu répondre à ces questions-là. Merci. J'ajouterais que nous resterons vigilants, évidemment, à ce que les termes de la Convention soient respectés, en particulier au sujet des nuisances que ça pourrait créer aux alentours. Mais bon, l'accueil est plutôt favorable, donc c'est bien. Oui, et puis pour compléter, c'est vraiment aussi un point de vigilance pour les associés qui animeront la guinguette. Et on est vraiment en collaboration sur ce sujet-là pour ajuster si besoin. Voilà.
fil des semaines de cet été. Ouais. Merci, Monsieur Chevet. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas d'autres questions, donc je mets au vote. Qui s'abstient, qui s'oppose, qui s'abstient. Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. La prochaine délibération concerne également le manoir de la Noé, mais cette fois-ci, ça concerne le règlement d'usage. Il nous faut voter un règlement d'usage. Monsieur Chevet? Oui, tout à fait. Donc, c'est une deuxième délibération et ça concerne plus précisément les animations qui seront proposées autour de la guinguette et qui seront portées par les membres du réseau des transitions. Voilà, un règlement d'usage pour savoir qui fait quoi et sous quelles conditions. Dans le cadre de l'expérimentation, un été au manoir, il est proposé aux membres du collectif citoyen Réseau des transitions de proposer des animations autour des transitions en coopération avec la guinguette. Le règlement d'usage proposé dans la présente délibération a pour objectif de fixer un cadre de référence pour permettre au Réseau des transitions de mener ses actions. Ce règlement indique notamment les équipements concernés pour mener les animations, la salle d'exposition, la cour et les sanitaires, espace mutualisé avec la guinguette, les animations concernées listées au sein du programme, les conditions d'accès en coopération avec la guinguette et les services de l'hôtel de ville, les règles d'hygiène, de sécurité, d'assurance et de respect du site. Je vous demanderai de bien vouloir valider le règlement d'usage annexé à la présente convention, autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à l'éducation et le contrat d'association École privée La Providence, brut 2024. Monsieur Hervé. Donc la délibération donc pour le contrat d'association. Donc d'après l'article L 442 du Code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes dans l'enseignement public, en application du principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Donc en outre, l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association s'impose à la commune siège pour les seuls élèves résidant sur son territoire. Donc la circulaire 212-25 du 15 février 2012 précise les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat et établit la liste des dépenses à prendre en compte pour la subvention communale. Au regard de ces dispositions, la ville de Bru prend en charge les dépenses de fonctionnement de l'école privée La Providence pour les élèves domiciliés sur son territoire. Donc le calcul de la subvention se base sur un coût moyen par élève des écoles publiques sur l'année N-1, que l'on multiplie par le nombre d'élèves brusois scolarisés. Donc il y a un calcul qui est fait séparément pour les maternelles et pour les élémentaires. Donc le coût moyen par élève dans les écoles publiques maternelles, 1662,90, pour l'élémentaire 327,06 euros. Les effectifs rapportés aux effectifs maternels 225 brusois et 366 élémentaires brusois. Donc le montant de la subvention, donc au global, la participation communale au titre du contrat d'association 2024 sera donc de 493 856,46 euros, somme qui sera versée par 12e tous les mois. Donc pour rappel, l'an dernier, ça s'élevait à 436 509,29 euros. Donc il y a une augmentation d'environ 60 000 euros par rapport à l'an dernier, qui s'explique principalement par la hausse du coût des fluides, l'augmentation de la masse salariale, même s'il y a une fermeture de classe à la rentrée 2023, et la diminution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques. Donc pour le début d'année 2025, il sera prévu de verser mensuellement 1/12 de la somme versée en 2024 jusqu'à la délibération concernant le contrat d'association 2025. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2024 au titre de contrat d'association avec l'école de La Providence et autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité.
Une convention également avec l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Monsieur Hervé. Donc une reconduction de la convention avec l'association AFEV, donc l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Donc la ville a mis en place un partenariat avec l'AFEV qui assure un soutien aux élèves en difficulté sous forme de mentorat étudiant. Donc pour l'année 2023-2024, 8 étudiants bénévoles se sont engagés dans le dispositif et ont suivi chacun un élève d'âge élémentaire scolarisé au sein des écoles Jacques Prévert et Champ-l'Évêque à raison de 2 heures par semaine en période scolaire. Donc la FEV accompagne et forme les étudiants bénévoles tout au long de l'année. Elle assure le suivi des accompagnements. La ville de Bru, porteuse du projet, assure la communication autour du dispositif et son évaluation. L'équipe enseignante est également partie prenante du projet puisqu'elle identifie les élèves éligibles et échange régulièrement avec le service enfance de la ville et la FEV. Donc les familles sont quant à elles régulièrement accompagnées à l'accompagnement proposé par les étudiants. Ce projet s'inscrit dans une démarche de continuité de l'action éducative. Donc il est proposé de reconduire et de renforcer la démarche sur l'année scolaire 2024-2025 avec un accompagnement de 10 enfants scolarisés sur l'ensemble des écoles maternelles. En contrepartie, la ville versera 5 000 € à la FEV, soit 500 € par enfant. L'ensemble des écoles élémentaires. Afin de poursuivre le partenariat, je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention 2024-2025 avec la FEV. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à la délibération numéro 21, la convention d'accueil d'un groupe de la Maison des Jeunes à la SPA. Monsieur Hervé. Donc une convention qu'on fait par rapport à une demande de la SPA vis-à-vis d'un groupe de jeunes qui a souhaité organiser une visite à la SPA de Rennes pour mieux comprendre la cause de la protection des animaux. Donc les objectifs du projet sont de favoriser le contact et développer un échange entre l'animal et les membres du groupe, responsabiliser les jeunes en les laissant s'occuper des animaux, développer leur autonomie, leur assurance, leur confiance en eux, écouter et respecter les consignes. Donc l'activité consiste pour les jeunes à être en contact avec des animaux, notamment à effectuer des promenades à l'extérieur ou dans l'enceinte du refuge en compagnie des animaux. Donc le groupe sera constitué de 8 mineurs qui seront accompagnés par des animateurs de la Maison des Jeunes. Donc je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'accueil d'un groupe à la Maison des Jeunes, de la Maison des Jeunes à la SPA de Rennes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Si, oui, juste... Monsieur Deguerré, pardon, je n'avais pas vu. Oui. Non mais juste au niveau des assurances, parce que malgré tout, je suis en train de regarder en même temps, c'est l'établissement, c'est la SPA qui couvre. Parce que là, on met les enfants en contact d'animaux canins ou félins. Parfois des animaux qu'on ne maîtrise pas, comme tout animal, on ne connaît pas forcément les réactions et le danger, il peut y avoir danger, je ne dis pas qu'il y a danger, mais bon, ça reste des animaux qui parfois ont subi aussi des maltraitances ou malheureusement pour eux. Et autant sur le fond, je ne vois pas d'inconvénient, mais j'attire juste l'attention là-dessus. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi des mesures particulières, je ne sais pas, par rapport à des vaccinations, rage ou autres. Est-ce qu'il y a des demandes par rapport à ça? C'est juste une question, ça me vient à l'esprit comme ça. Non, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il faut s'attacher à ces détails-là. Je ne sais pas si on a la réponse, Monsieur Hervé. Non, je pense que c'est la SPA qui assure ces questions-là. Mais... C'est pas l'objet de la convention. Il faudrait le groupe et les encadrants de l'établissement sont couverts, en plus de leur assurance personnelle, par l'assurance responsabilité civile de l'établissement. Mais je ne sais pas s'il y a des demandes particulières par rapport aux enfants qui vont là-bas, de précaution. Je ne sais pas, c'est une question, c'est juste... parce que malheureusement, ces animaux qui sont là ne sont pas forcément... À ma connaissance, non, mais après, il faudrait détailler plus la convention. Est-ce qu'il y a des éléments par rapport à ça? La SPA a l'habitude de faire ce genre de, oui, bien sûr, genre de visite. Donc je pense que de ce côté-là, à mon avis, ils doivent être suffisamment couverts, suffisamment avertis. Plus ce sont quand même des professionnels auxquels on a affaire. Donc bon, je pense qu'on peut avoir confiance. Mais la question mérite d'être posée. On la posera. Okay. On la posera. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Il va être question de vie associative maintenant et le règlement d'usage des équipements sportifs de proximité. Monsieur Kermarek. Oui, donc il s'agit d'une modification du règlement d'usage des équipements de proximité, donc essentiellement les deux terrains de foot 5, le terrain de basket et l'aire de fitness qui sont sur le stade Belliard. Comme vous le savez, il y a quelques riverains qui se sont plaints de nuisances sonores. Donc, dans le souci de les modérer, parce qu'en fait ce sont des nuisances sonores qui sont essentiellement dues à des usages peu appropriés, notamment la nuit, la musique et tout. Donc on propose d'ajouter deux modifications, enfin d'apporter deux modifications, une qui concerne les horaires d'ouverture, et donc ça fermera dorénavant ce sera fermé à 21h tous les jours, donc l'usage est interdit après 21h, et de même qu'on interdit les appareils qui diffusent de la musique. Voilà. On peut aussi vous dire qu'on a fait réaliser une enquête, une étude par acoustique, voilà, par un cabinet, une entreprise spécialisée. On n'a pas encore les résultats, donc les mesures ont été prises pendant la semaine du 8 mai, je crois, la deuxième semaine, la semaine qui suivait les vacances. On attend les résultats et puis ensuite on verra s'il faut ou pas prendre des mesures complémentaires. Voilà, donc je vous demanderai de voter les modifications à ce règlement d'usage. Merci, Monsieur Houssin. Oui, moi je constate tout simplement que cet équipement n'a pas forcément sa place dans ce périmètre, puisque on enlève même l'essence même de ces activités sportives, ces activités sportives extérieures. Tu évoques 21h, mais tu n'as peut-être pas bien regardé, c'est marqué 20h. Enfin, moi j'ai lu 20h, mais non, mais bon, voilà, on met 20h. C'était pas l'idée de cet équipement. Donc on a le sentiment que là aussi que c'est pas forcément son emplacement, l'emplacement idéal. Moi je te dis par exemple que c'est peu approprié certains comportements. Quand tu joues au ballon, c'est approprié puisqu'il s'agit de basket et de foot. Et moi, je suis passé de temps en temps dans ce quartier, foot et basket, ça résonne forcément sur les panneaux. Enfin voilà, donc moi, je m'interroge vraiment sur cet emplacement. Je suppose que vous avez dû voir avec les riverains pour ce mode d'emploi concerté, mais sincèrement, ça changera rien. Enfin voilà, faut être lucide, hein, ça ne changera pas les comportements et on ne va pas mettre un policier en permanence sur cet équipement-là. Là aussi, ça enlève l'essence même d'une activité sportive de plein air, de streetball et autres. Donc moi, je pense qu'on peut s'interroger sur le lieu de cet équipement. Voilà. Bon, voilà. On peut s'interroger on peut toujours s'interroger. Et si juste, tu vois, par exemple, s'il avait été positionné, alors bon, après, moi je dis ça parce qu'on avait imaginé à une époque mettre du volley, c'était plus du volley, mais côté, vous voyez, côté tennis plein air, là, là il y a un espace, un espace aussi pour le service technique, là, derrière les cours de tennis. Je ne sais pas si vous voyez entre Bonnat et les cours de tennis. Je ne sais pas si vous voyez l'emplacement. Et moi, sincèrement, je trouvais que c'était plus adapté là, parce qu'il n'y a pas d'habitation, si ce n'est que nos amis de l'État-Mat. Voilà. Après, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est dommage que tu n'aies pas fait la proposition au moment où on en a débattu. On n'a jamais. Oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de délibération, ça a été fait un peu rapidement. Alors là. On va pas. Juste. Non, mais c'est juste, c'est pas grave. Je me suis quand même amusé. Alors j'ai pas ce que j'ai exactement les dates, mais je me suis amusé quand même. Enfin, amusé, façon de parler. J'ai vérifié. On en a parlé 3 fois en commission. Et je pense qu'au moins 2 fois tu étais là. On en a parlé. Comme quoi je viens en commission alors. Comment ? Comme quoi je viens en commission parfois. Après, chacun fait ce qu'il peut, hein. Mais et on en a parlé aussi 2 fois en conseil municipal. Jamais on a entendu
Mais on a entendu ces propositions. Malgré tout... Après, il y a peut-être un défaut de conseil aussi du prestataire qui les installait là, qui a dû en installer ailleurs aussi. Je ne sais pas. Après, il y a aussi... Moi, quand je dis que les usages ne sont pas appropriés, c'est parce que quand on vient faire de la musique et allumer des pseudo-projecteurs jusqu'à 2 heures du matin, non, c'est pas approprié. Non, je s'entends bien. Mais même ce qui est approprié, pour moi, procure des nuisances. Enfin, alors après, justement, c'est l'objet de l'étude. Après, ce que je voudrais dire aussi, peut-être que quelqu'un d'autre pourra compléter, l'idée, c'est pas d'amener la police tout le temps là, mais en revanche, d'amener des animateurs et de faire en sorte qu'il y ait un peu de... Tu veux compléter, Bernard ? Volontiers. Moi, je crois qu'il faut qu'on mette les choses... Monsieur Raveau. Il faut remettre les choses à leur place et puis dire que des mesures qui seront sur un mauvais usage seront prises et on les prendra, même des mesures coercitives s'il le faut. Il faut remettre les choses à leur place. Quand on fait des équipements sportifs d'extérieur qui profitent, en plus accessibles à tous et qui permettent la pratique du sport pour tous, je préfère, en tant que parent, pourtant mes enfants sont grands, mais je préfère les voir là plutôt que d'autres endroits qui seraient plutôt avec des comportements déplacés. C'est pas le sujet, on est tous d'accord. Il y a une grosse satisfaction, et je dirais qu'à notre niveau, Ville de Bru, nous revendiquons pleinement et complètement cet équipement et cet emplacement. Par contre, nous prendrons les mesures coercitives s'il y a besoin de les prendre. Nous avons déjà une étude qui est faite sur compléter de la vidéoprotection avec une caméra, on verra avec nos budgets d'équilibre, avec une caméra à 360 degrés et qui ira jusqu'à, pas surveiller, mais protéger aussi le COSEC, le parking de proximité, qui était sujet à des nuisances de rodéo, de choses comme ça. On est en train d'y mettre, de s'en occuper sérieusement, et je crois que le bien vivre ensemble, ça suppose aussi qu'on s'adapte à la situation, et que là, on répond à une satisfaction pour une grande partie de la population, des familles, pour le plaisir des jeunes qui font du sport et qui font des pratiques de plein air. Je crois que... Non, mais le débat n'est pas là. On va pas cracher dans la soupe. Non, mais c'est pas le sujet. Je ne remets pas en question l'équipement. On dit simplement que l'emplacement est peut-être pas le plus judicieux, parce que, voilà, c'est tout. Mais monsieur Raveau, mettez-vous à la place de certains riverains qui sont vraiment à proximité. Vous êtes sur votre terrasse. C'est peut-être pas très simple d'y vivre, comme vous dites, de bien vivre ensemble. Là, c'est peut-être pas forcément de bien vivre ensemble. C'est plus compliqué. Voilà, c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier des solutions avec eux et qu'on propose aussi cette fermeture plus tôt pour qu'on puisse aussi avoir des mesures coercitives, comme dit Bernard. Ça permet aussi de faire intervenir les forces de l'ordre s'il y a besoin. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on fait ce règlement pour être un peu plus strict vis-à-vis de l'occupation de cet équipement, surtout pour des soirées sauvages qui n'auraient pas lieu d'être à cet endroit-là. Voilà. Donc on a pris en compte les demandes des riverains et on continue dans cet état d'esprit-là. Monsieur. Ouais, je voulais quand même ajouter que on a installé des terrains de foot et un terrain de basket sur un stade. C'est l'usage même de cet espace-là, c'est la pratique sportive. Et elle a été jusqu'à ce qu'on... c'est pas une accusation. Hein. Non, mais je plaisante. Mais jusqu'à ce que le terrain synthétique soit fait, ce terrain-là, il était très utilisé, le terrain E. Et il y avait déjà du bruit. Donc on fait pas des... Ouais, mais c'est pas la même chose. On est sur des caisses de résonance. On a des panneaux qui entourent l'ensemble de l'enceinte. Ça n'a rien à voir. Enfin, allez-y. Enfin, vous avez dû y aller. Oui, on y va souvent. Oui, on y va. Même le matin à 8h, il y a des militaires qui arrivent ou 7h30. Donc c'est pas tous les jours. Non, mais d'accord. Et c'est... Enfin, moi, quand on vient s'installer près d'un stade... non mais Alain, c'est pas la même pratique. C'est pas la même pratique que sur un stabilisé où il y avait un ballon sur 500 mètres carrés et là de voir des petites enceintes avec des panneaux qui sont forcément caisses de résonance. Non, mais je dis pas ça, mais je dis que c'est un stade et que là le stade il a ses usages et que c'était pas il y avait pas que des matchs, il y avait des entraînements. Alors c'est pas un ballon quand c'est un entraînement. Il y avait aussi des animateurs qui donnaient leurs consignes. En élevant la voix. Il y a
peut-être quelques bruits parasites, mais c'est un stade. Et quand on vient s'installer près d'un stade, il faut savoir. Maintenant, on arrive à avoir des gens qui viennent se plaindre parce qu'il y a des spectateurs qui sont venus supporter une équipe et qui se sont mal conduits. Ok, mais Mais souhaitons que ce règlement réduise un peu les nuisances, mais voilà, je ne suis pas convaincu. Voilà, on verra, hein. Si ça ne suffit pas, on fera autre chose, hein, mais voilà. Merci pour ce débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc ce règlement est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc là, on va parler donc d'animation et en particulier des associations Brusoneg et Duhuez avec les conventions partenariales pour 2024. Madame Marchais. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc cette convention, en fait, c'est une double convention hein, qui a pour but de formaliser un petit peu le partenariat entre la ville et les deux associations qui sont impliquées dans la fête de la Bretagne. Donc Brusoneg d'une part et Duhuez Bruz d'autre part. Je ne vais pas tout vous relire, hein, je vous rappelle simplement le contexte. Depuis sa première édition à Bru en 2014, donc la fête de la Bretagne attire chaque année des centaines de personnes dans différents lieux de la ville. Elle s'est imposée comme un événement marquant de la vie communale et c'est une manifestation qu'on renouvelle chaque année. Qui est en partie financée par le Conseil régional pour promouvoir les cultures et les langues bretonnes de Bretagne. Voilà, donc contrairement à l'année dernière, en fait, le texte de la Convention n'a pas beaucoup changé, simplement, contrairement à l'année dernière, les associations ont souhaité avoir chacune leur convention, sachant qu'elles n'ont pas tout à fait le même degré d'intervention dans la fête. Et notamment pour Duhuez, il y a toute la partie fest-noz hein, qui est prise en charge par cette association. Voilà. Juste ajouter que dans cet événement, non seulement il fonctionne, mais il a aussi tout son sens dans le processus qui est enclenché de signature de la charte Yadar-Brusoneg. Vous avez le texte de la convention dans les documents que vous avez reçus, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc la demande, c'est bien d'approuver les termes de ces conventions. Ah oui, pardon. Deux conventions entre... C'est ça, voilà. Donc l'une entre Duhuez et la ville de Bru et l'autre entre Brusoneg et la ville de Bru. Très bien. Donc convention qui arrive à échéance en fait le 31 août et donc avec un engagement mutuel à se rencontrer pour faire le bilan et se projeter sur 2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La prochaine délibération, concerne les associations Bru Solidarité, les Crayons d'Esa et Albany Braise pour la fête de la musique. Madame Marchais. Oui, alors là, on n'est plus dans le cadre de la fête de la Bretagne, mais dans le cadre de la fête de la musique. Donc là encore, je ne vais pas rappeler tout l'historique. Simplement dire que donc à Bru, la fête de la musique, on a l'habitude de la fêter le 21 juin, donc à la date précise à laquelle elle a été prévue, et que au cours de la soirée, les spectateurs, en plus de profiter de la musique, peuvent aussi se nourrir, se restaurer et boire un coup. Voilà. Et que pour assurer ces prestations,
on a l'habitude de proposer à des associations à vocation plutôt solidaire de tenir ces buvettes, ces stands, pour ce qui leur permet aussi de réaliser des recettes pour profiter, pour leur projet. Il est proposé donc aux associations de Bru, Solidarité, Les Crayons d'Isa et Albanie Braise d'assurer la tenue de ces stands lors de la fête de cette année 2024. En effet, donc l'année dernière, ça avait été un petit peu compliqué pour les deux associations en charge de la buvette d'assurer compte tenu de l'affluence, et donc on a décidé de proposer cette année à 3 associations de tenir cette buvette. Donc les termes de la convention, là encore, vous les avez dans les documents, ils n'ont pas changé depuis l'année dernière. Là, c'est une convention qui arrive, qui se termine le lendemain de la fête, donc le 22 juin, avec aussi un bilan qui est fait chaque année. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver les termes de cette convention partenariale entre la ville et les 3 associations citées. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer maintenant au personnel, et en l'absence de Madame Chevalier, c'est Monsieur Leroy. Ah pardon, excusez-moi. J'en ai sauté une. Ah oui, je suis désolé. Donc c'est la convention de location du gymnase et du plateau sportif. Monsieur Kermarek. Voilà. Donc il s'agit de la convention qui lie la commune au collège et lycée Saint-Joseph. Jusqu'à l'année dernière, on avait un loyer, puisqu'on la loue, un loyer qui était entre guillemets un loyer annuel et qui autorisait la commune à utiliser ses locaux et la cour du bas pendant tout globalement, quand ils n'étaient pas utilisés par l'établissement, c'est-à-dire le soir, le week-end, pendant les vacances, éventuellement, sauf si en cas de nécessité de la part de l'établissement. L'établissement a souhaité changer les modalités de facturation et a souhaité que dorénavant, ce ne soit plus un forfait, mais que ce soit une location à l'heure. Donc, en l'occurrence, ils ont demandé à fixer ce tarif à 20 € de l'heure, qui est un petit peu supérieur au tarif qu'on pratique, nous, pour le collège dans nos établissements. Mais enfin bon. Donc, en fait, les modifications à la convention, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que le tarif est un tarif horaire. Donc, évidemment, maintenant, on essaye de pas faire exploser les coûts, bien sûr. Donc, on est un petit peu raisonnable. Avec les équipements de Kernan, il n'est pas exclu que ça diminue encore un peu. Moi, je leur avais dit, c'est pas une bonne idée de passer à la tarification à l'heure. Bon, ils ont insisté, ils l'ont fait, donc on vous propose cette convention avec la tarification à l'heure, et puis advienne que pourra. Voilà. Merci. Monsieur Houssin. Donc tarification à l'heure, mais on peut avoir une estimation du nombre d'heures. Oui, alors on l'a fait en gros cette année, ça va être, je dirais, de mémoire, autour de, comme on avait avant, 16-18 000 €. Pour l'année 2023-2024. Mais j'apporterai le chiffre exact. Et pour ne pas changer les traditions, la fameuse question que tu posais il y a quelques années, je te la pose aussi. Donc, est-ce que vous avez des informations sur le devenir du projet de l'école ou le projet de l'école qui avait... De la Providence ? Oui. Moi non, personnellement. Non, Madame Pinard ? Non, pour l'instant, c'est en stand-by. Pour l'instant, l'établissement réfléchit à une restructuration en interne de l'établissement, c'est-à-dire des rénovations de bâtiments. Il y a eu des nouveaux bungalows qui ont été installés dans la cour du bas, justement, pour notamment
remplacer ceux qui ont été brûlés l'année dernière. Voilà, et pour l'instant, c'est vrai que par rapport à l'AOP que nous avons dans notre PLUI, on n'a pas avancé. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Donc là, cette fois-ci, je vais bien passer la parole à Monsieur Leroy pour ce qui concerne le personnel et la convention de partenariat entre la ville et l'Institut d'ostéopathie de Rennes. Oui, donc en l'absence de Marion Chevalier, c'est moi qui vais lire ces délibérations. Donc, dans le cadre des actions initiées pour la prévention des risques musculo-squelettiques des agents dans l'exercice de leur mission, il est proposé de renouveler la convention de participation de la ville pour l'organisation des séances d'ostéopathie à l'attention de l'ensemble des agents de la ville, du CCAS et de l'EHPAD de Bru par le biais de l'Institut d'ostéopathie de Rennes. Donc tous les agents peuvent bénéficier d'une séance sur site sur la base du volontariat. Les séances sont gratuites pour les agents et se dérouleront de septembre à juillet, sont proposées sur une journée par mois, moyennant pour la ville une adhésion à l'association de la clinique de l'école d'un montant de 300 € par an. L'adhésion est due de septembre à septembre. 3 salles assez proches sont mises à disposition pour le suivi par les tuteurs, enseignants, ostéopathes. Les séances d'1 heure maximum se déroulent de 9h à 18h et permettent de traiter 18 personnes sur une journée. En plus des séances gratuites de la ville, donc les agents et leurs ayants droit bénéficient du tarif adhérent préférentiel à 10 € la consultation directement au sein de la clinique pour des séances privées. Donc au regard des éléments exposés, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de stage annuelles tripartites entre la ville, l'Institut d'ostéopathie et les étudiants stagiaires pour une durée d'1 an renouvelable à compter du 1er septembre 2024 afin de faire bénéficier les agents de la ville de séances d'ostéopathie gratuites sur site ou à tarif préférentiel pour les visites privées directement à l'Institut d'ostéopathie pour eux et leurs ayants droit en qualité de membres adhérents, d'autoriser le versement de 300 € au titre de l'adhésion annuelle de la ville à l'association clinique et recherche Yo Rennes, ACR de l'Institut ostéopathie de Rennes à compter du 1er septembre 2024 et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc le personnel toujours, là il s'agit de suppression de création de postes et modification du tableau des effectifs, Monsieur Leroy. Oui, donc plusieurs postes. Donc à la police municipale, donc suite au prochain départ d'un policier municipal titulaire brigadier chef principal à temps complet, il convient de lancer une procédure de recrutement en remplacement de cet agent. En conséquence, Monsieur le maire propose la suppression d'un poste de brigadier chef principal de police municipale à temps complet à compter du départ effectif de l'agent par voie de mutation et la création d'un poste à temps complet de gardien brigadier de police municipale à compter du 3 juin 2024. À la direction aménagement, développement urbain, donc suite à l'annonce du départ par voie de mutation d'un agent instructeur titulaire technicien principal première classe à temps complet et assurer son remplacement par le lancement d'une procédure à recrutement, Monsieur le maire propose la suppression d'un poste technicien principal première classe à temps complet, la création d'un poste à temps complet pouvant relever des cadres d'emploi, des agents administratifs, des agents techniques, des rédacteurs ou des techniciens. Le recours à un contractuel est envisageable pour ce poste. Au service vie associative et animation, gardien de stade, donc suite au départ d'un agent titulaire adjoint technique à temps complet exerçant les missions de gardien de stade, il convient de lancer une procédure de recrutement en remplacement de cet agent. En conséquence, Monsieur le maire propose la suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 3 juin 2024 et la création d'un poste à temps complet du cadre d'emploi des adjoints techniques à compter du 3 juin 2024. Le recours à un contractuel est aussi envisageable pour ce poste. À la direction éducation, donc service restauration, suite au départ d'un agent titulaire en retraite exerçant les missions d'aide cuisinier à temps complet, il convient de lancer une procédure de recrutement en remplacement de cet agent. En conséquence, Monsieur le maire propose la création d'un poste à temps complet d'adjoint technique à compter du 3 juin 2024, pour lequel le recours à un contractuel est aussi envisageable. À la direction éducation, service, restauration, toujours, donc suite au départ d'un agent titulaire à temps complet par voie de détachement exerçant les missions de cuisinier et la création d'un nouveau poste à temps complet
par délibération du 25 janvier 2024, afin de permettre le lancement de la procédure de recrutement en remplacement de cet agent, Monsieur le maire propose la suppression d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet à compter du 3 juin 2024 et pour lequel le recours à un contractuel est aussi envisageable. Direction infrastructure, espace public, service, gestion du quotidien, suite au départ en retraite d'un agent titulaire adjoint technique à temps complet exerçant des missions d'agent manutentionnaire de propriété urbaine et afin de permettre le lancement de la procédure de recrutement afin de remplacer cet agent, Monsieur le maire propose la suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du départ effectif de l'agent en retraite, et la création d'un poste à temps complet du cadre d'emploi des agents techniques à compter du 3 juin 2024. Le recours à un contractuel est aussi envisageable. Et à la direction infrastructure, espace public, services, bâtiments, équipe logistique, multisite, suite au départ en retraite d'un agent titulaire adjoint technique à temps complet exerçant les missions d'agent d'entretien et considérant les besoins du service, il convient de permettre le lancement de la procédure de recrutement afin de remplacer cet agent. En conséquence, Monsieur le maire propose la suppression d'un poste d'adjoint technique principal première classe au 32-35e à compter du départ effectif de l'agent en retraite et la création d'un poste au 32-35e relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à compter du 3 juin 2024. Le recours à un contractuel est encore envisageable. Donc, vu le tableau des emplois, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Personnel toujours, là il s'agit de adhésion à la convention de participation prévoyance du CDG 35. Monsieur Leroy. Oui. Je vais aller directement à la deuxième partie donc, de la délibération. Donc, vu l'avis du comité social technique local en date du 18 avril 2024, Monsieur le maire informe l'Assemblée que le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance conformément au décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 et au décret 2022-581 du 20 avril 2022. À l'issue de cette procédure, le CDG 35 a souscrit le 17 juillet 2023 une convention de participation pour le risque prévoyance auprès de Territoria Mutuelle, représentée par Alternative Courtage, pour une durée de 6 ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2029. Les collectivités peuvent adhérer librement à cette convention à compter du 1er janvier 2024 et tout au long de la convention. L'autorité territoriale expose qu'il revient à chaque agent de décider d'adhérer par contrat individuel aux garanties auxquelles il souhaite souscrire. Au regard des éléments exposés, je vous demanderai de bien vouloir adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le Centre de gestion 35 et Territoria Mutuelle à effet du 1er janvier 2025, d'accorder une participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité et ayant adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque prévoyance, de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 25 € bruts par agent par mois à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de la convention de participation et de la convention d'adhésion signée par l'autorité territoriale, étant précisé que la participation est désormais attachée à la convention de participation et ne peut plus être versée dans les cas de contrats individuels souscrits auprès des prestataires labellisés. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion à la convention de participation et tout acte en découlant. D'abroger à partir du 1er janvier 2025 la délibération numéro 1903-24 du 25 mars 2019 accordant la participation financière de la ville aux dépenses de protection sociale complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque santé ou le risque prévoyance dans le cadre du dispositif de labellisation. De remplacer à compter du 1er janvier 2025 le dispositif instauré par la délibération numéro 1903-24 du 25 mars 2019 par le nouveau dispositif de participation dans le cadre de l'adhésion au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque prévoyance, étant précisé que la participation est désormais attachée à la convention de participation et ne peut plus être versée dans le cas des contrats individuels souscrits auprès des prestataires labellisés, et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière de la collectivité à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent. Merci, Monsieur Leroy. Monsieur Boutin. Ah oui, je voulais apporter quelques précisions.
Cette prévoyance, il faut rappeler un petit peu son objet, au-delà du contrat qui va être souscrit. C'est de faciliter pour les agents de la collectivité la garantie d'un revenu supérieur aux garanties de droit commun en cas d'incapacité du travail ou d'invalidité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les taux, c'était environ pour les différentes situations, que ce soit invalidité, que ce soit incapacité ou autre, c'était 3 mois à traitement plein, 9 mois à mi-traitement. Ce qui faisait dans certaines situations qu'on rencontre quand même, qu'on connaît, pour les membres du CST savent de quoi on parle, des situations des fois difficiles, même pour les longues maladies, voire pour les invalidités. Ce qui fait que ça donne en fait un taux moyen sur un an, voire même sur d'autres situations, supérieur à 2 tiers du revenu, ce qui est un peu plus avantageux, d'autant plus que dans certains cas, ça remplace un versement en capital par un versement en rente, ce qui est nettement plus intéressant pour les salariés. D'autant plus que ce taux a été mutualisé de façon très intéressante par le CDG, et qu'en plus, il a fait l'objet, cette adhésion au contrat de prévoyance a fait l'objet d'une discussion et de concertation à l'intérieur du personnel de la collectivité et a été aussi approuvé par le CST à l'unanimité. Donc les agents vont y trouver un avantage social certain. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres questionnements par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Personnel toujours. Donc là, ça concerne la nomination d'agents suite à la réussite au concours. Monsieur Leroy. Oui, donc 3 agents. Donc le premier à la direction de la culture, service vie associative et nomination. Donc compte tenu de la réussite d'un agent au concours de rédacteur et son inscription sur la liste d'aptitude, il est proposé la nomination à compter du 1er juin 2024 d'un adjoint administratif à temps complet en qualité de rédacteur à temps complet, par la suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet et la création d'un poste rédacteur à temps complet. Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence comme les 2 autres. Donc à la direction des finances achats publics, compte tenu de la réussite d'un agent au 3e concours de rédacteur et son inscription sur la liste d'aptitude, il est proposé la nomination à compter du 1er juin 2024 d'un adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet en qualité de rédacteur à temps complet, par la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet et la création d'un poste rédacteur à temps complet. Et enfin, la direction éducation, service enfance, jeunesse, donc compte tenu de la réussite d'un agent au concours externe d'animateur territorial et son inscription sur la liste d'aptitude, il est proposé la nomination à compter du 1er juin 2024 d'un adjoint d'animation territoriale à temps complet en qualité d'animateur territorial à temps complet, par la suppression d'un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps complet et la création d'un poste d'animateur territorial à temps complet. Vu le tableau des emplois, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, modifier le tableau des emplois et inscrire au budget les crédits correspondants. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Dernière délibération pour ce soir, et c'est toujours pour le personnel, la création d'emplois non permanents. Monsieur Leroy. Monsieur le maire expose que la ville peut parfois recourir à des personnels contractuels non permanents pour assurer des tâches occasionnelles saisonnières ou liées à un surcroît temporaire d'activité. Ces situations arrivent notamment dans les cas suivants, en cas de surcroît d'activité et donc de renfort temporaire ou saisonnier des services. Considérant les besoins des services, il est nécessaire de prévoir des postes supplémentaires déjà créés par les délibérations numéro 2306-23 du 26 juin 2023 et 2909-24 du 25 septembre 2023 pour assurer les missions temporaires suivantes. Renfort des services des directions de la ville liés à des besoins saisonniers ou un accroissement temporaire d'activité. Ces missions confiées aux agents techniques ou administratifs ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, je vous demanderai de bien vouloir créer les emplois non permanents suivants en application des articles L332-23 2e et L332-23 1er du Code général de la fonction publique et de l'autoriser à recruter les agents en capacité d'exercer ces missions. Donc vous avez le petit tableau affiché devant vous.
D'acter que le taux d'utilisation de ces emplois et leur répartition dans les services seront ajustés au plus près des besoins. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d'emplois qui peuvent être mobilisés. De fixer la rémunération par référence aux grilles indiciaires de chaque grade des cadres d'emploi en vigueur. D'attribuer le régime indemnitaire en vigueur à la ville de Bru en application de la délibération numéro 220217 du 28 février 2022 portant instauration du RIFSEP et délibération numéro 5 du 16 novembre 84 instaurant la prime de fin d'année et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je clôt la séance du Conseil municipal. Merci et bonne soirée à tous.